Le traitement de base, c'est l'arrêt des règles essentiellement par la pilule prise en continu. En plus de calmer la douleur, elle stoppe l'évolution de la maladie et parfois en entraîne sa réduction. Mais il existe d'autres traitements antalgiques qui relèvent de l'algologie. Pour bien comprendre l'utilité et le mécanisme d'action de ces différents traitements antalgiques complémentaires, il me paraît nécessaire de faire préalablement un rappel sur le mécanisme de la douleur endométriosique. À l'origine, il y a une lésion. Rappelons que l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique évolutive. Sa composante inflammatoire est responsable de la douleur pendant les règles. D'où le fait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont efficaces la plupart du temps que pendant les règles. Donc, le nerf, il est à l'origine de la douleur. Il est enserré dans la lésion endométriosique, ce qui entraîne des douleurs de type neuropathique, des névralgies, à type de coups de couteau, de brûlures, de décharges électriques, de contractions, voire de simples pesanteurs. Tout est possible. Il y a un polymorphisme douloureux très important. Ensuite, il faut élargir au corps. Le nerf qui est irrité, il entraîne une immobilisation du tissu innervé qui provoque plus ou moins une rétractation du tissu. Et cette rétractation du tissu provoque elle-même des douleurs et entraîne des troubles fonctionnels, par exemple des troubles fonctionnels digestifs à type de constipation et en matière urinaire à type de dysurie. Puis, l'immobilisme engendré s'étend au bassin qui est comme bloqué, puis au lombaire et parfois à tout le corps. Le traitement de cette dysfonction passe surtout par une relance dynamique du corps en faisant appel à l'ostéopathie, la fasciathérapie, le sport, la mésothérapie, l'hypnothérapie, plutôt que les médicaments. Et enfin, en dernier lieu, entre en jeu le cerveau. La douleur n'est pas dans la tête, mais la tête a une influence sur la douleur en la modulant son ressenti qui est très spécifique à la personne et donc très variable d'une personne à l'autre. La réponse du cerveau est alors la plus adaptée possible, mais elle peut être amplifiée par une voie anatomique parallèle qu'on appelle la NMDA, qui a comme rôle celui d'accroître électriquement le message algique, poussant ainsi l'individu qui souffre à trouver une solution rapide. Cette voie, qui est silencieuse au début, s'active et se renforce au cours du temps, sous l'effet des expériences douloureuses, du stress chronique ou de la prise de morphine et de codéine. Ainsi, les symptômes peuvent croître en intensité, en fréquence et en localisation, sans qu'il y ait pour autant évolution de la maladie. En résumé, dans l'endométriose, la douleur est le produit de trois forces qui s'entretiennent et s'amplifient. Au départ, un nerf irrité, un corps qui ne bouge plus et un cerveau qui mouline. Il faut donc bien comprendre que la douleur n'est pas dans la tête, mais que la tête a une action sur cette douleur. Il va donc falloir casser ce cercle vicieux en associant tout d'abord les médicaments, on l'a vu, par l'emploi des traitements hormonaux, au premier rang desquels figure la pilule, prise en continu, mais il peut s'agir aussi de la pose d'un stérilet aux hormones, en seconde intention d'autres traitements hormonaux, comme les micro ou les macroprogestatifs, voire d'autres médicaments plus rarement utilisés, tels le danazol ou les agonistes de la LHRH. Pour le traitement de la douleur, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utiles, ainsi que tous les autres antalgiques que nous propose la pharmacopée. Il peut s'agir du paracétamol codéiné, du tramadol, etc. À ces deux traitements médicamenteux, il faudra y associer les approches complémentaires telles, nous les avons vues, l'ostéopathie, la fasciathérapie, le sport, la mésothérapie, l'hypnothérapie, la sophrologie, les TENS, les Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, suivant l'appellation anglaise, c'est-à-dire c'est les neurostimulateurs électriques transcutanés, la diététique, très importante pour éliminer le stress oxydatif, et tout cela dans l'unique but d'entrer dans un cercle vertueux. Enfin, et là, j'allais dire, dans 30 à 40% des cas, la chirurgie peut parfois s'avérer nécessaire quand le traitement médical n'est plus efficace,
mais cela ne doit jamais être une indication première et doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Enfin, après parfois la chirurgie lourde et complexe, la prévention de la récidive doit être assurée par l'hormonothérapie. Il y a en effet une particularité de la prise en charge d'une endométriose lorsqu'existe un désir de grossesse. Mais aussi, comme on vient de le voir, en dehors du désir de grossesse immédiat. Je rappelle, c'est la prise de pilules en continu pour les raisons explicitées plus haut. Pourquoi? Parce que la pilule freine les hormones féminines, elle empêche la survenue des règles, limitant ainsi l'aggravation des lésions et les phénomènes inflammatoires. Au moment du désir de grossesse, il faudra savoir évaluer la balance bénéfice-risque de la stratégie envisagée qui doit tenir compte tout d'abord de la sévérité de l'endométriose et de sa profondeur, de l'âge de la patiente, en sachant que, passé 38 ans, une prise en charge médicalisée doit être rapidement envisagée. Enfin, il faut savoir rechercher une autre cause d'infertilité associée, au premier rang desquelles les causes masculines, mais aussi d'autres causes de type dysovulation. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que plus l'endométriose sévère, plus les chances de procréer naturellement sont faibles. Il est alors préférable d'orienter directement ces femmes vers un centre d'assistance médicale à la procréation. Alors, bien entendu, le traitement de référence, c'est la FIV, la fécondation in vitro. Mais elle est parfois précédée, en cas d'endométriose peu sévère, de simple stimulation de l'ovulation avec ou sans insémination intra-utérine. Ici aussi, la chirurgie peut parfois s'avérer utile, en particulier lorsqu'on est en présence de lésions associées, telles un hydrosalpinge, qui est une distension liquidienne de la trompe, la plupart du temps suite à une infection pelvienne, comme la salpingite. Mais là aussi, cette indication doit être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Enfin, la préservation folliculaire par ponction doit être proposée après discussion, même en dehors d'un désir de grossesse immédiat. En effet, plus la ponction est faite tôt, plus la réserve ovarienne est meilleure et plus les ovocytes prélevés ont de chances d'être de meilleure qualité. Pour finir, sans avoir été exhaustif, j'espère avoir été suffisamment complet pour aider les nombreuses patientes atteintes de cette maladie à s'y retrouver et qu'elles n'aient pas à errer avant que le diagnostic de la pathologie dont elles souffrent soit fait, permettant ainsi une prise en charge rapide et spécifique. Je voudrais terminer en remerciant tout particulièrement le docteur Éric Petit, radiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, qui m'a fait partager son expérience et son savoir, le docteur Delphine L'Huillerie, algologue, et le docteur Éric Sauvanet, gynécologue, tous les trois membres du réseau Resendo auquel j'appartiens et dont je recommande la lecture de l'ouvrage qu'ils ont rédigé, qui s'appelle Tout sur l'endométriose et qui est édité aux éditions Odile Jacob.